sujet, à un sujet à la fois essentiel et trop souvent négligé, la santé mentale. On est dans un monde où le rythme effréné de la vie, les pressions sociales et les défis personnels s'accumulent. Il devient fondamental d'ouvrir des espaces de dialogue, de sensibilisation et de compréhension autour du bien-être psychique. Ce webinaire a justement pour objectif de briser les tabous, d'informer et outiller chacun d'entre nous pour mieux prendre soin de la santé, de sa santé mentale et celle des autres. Donc pour cela, nous avons la chance d'être accompagnés par des intervenants de qualité, dont M. Steve Caboret, qui est sociologue, expert en santé communautaire, Dr Alphonse Nikema, qui est DSK en psychiatrie interne des hôpitaux, psychothérapeute en thérapie interpersonnelle, PMDR, thérapie de la consolidation, puis Dr Tidiane Belem, qui est docteur en médecine, bien évidemment. Il a un master en psychologie clinique et psychopathologique. Donc, je suis convaincue que chacun d'eux nous apportera un éclairage précieux fondé sur leur expertise et leur expérience. Merci à eux et merci à vous d'être présents ici pour ce moment d'échange, de réflexion et de bienveillance. Donc, nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet. Nous commençons avec M. Steve Caboret, qui abordera la santé mentale dans sa dimension sociale. Ensuite, Dr Alphonse Nikema, qui nous parlera du stress, de son mécanisme et des mesures pour s'en sortir. Enfin, Dr Tidiane Belem, qui nous parlera de la dépression. Donc, à l'issue des présentations, nous ouvrirons un temps d'échange interactif avec une séance questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à noter vos questions tout au long des interventions. Vous pouvez les partager dans le chat ou prendre la parole à tour de rôle pour les poser directement. Donc, sans plus tarder, Monsieur Steve Caboret, vous avez la parole. Bonsoir, mademoiselle Kanté, bonsoir à tous. Bonsoir, monsieur Steve. Alors, tout d'abord, permettez-moi de vous remercier pour cette opportunité que vous me donnez de passer à cette conférence. Je ne sais pas si vous voulez que je partage mon écran ou si vous voulez que je vous présente ce que j'ai comme ça. C'est comme vous le sentez, monsieur. Vous pouvez partager l'écran. Ça marche. Donc, je vais peut-être présenter comme ça et après, si pour ceux qui veulent, je vais partager le document. Bon, s'il peut partager l'écran, ce serait bien. Ok. Oui, si possible, partager l'écran et aussi partager le document à la fin de la présentation, ça serait bien. Merci. Ça marche. Je sais pas, c'est bon? Oui, à mon niveau, c'est bon. Si vous pouvez agrandir, je sais pas. Sinon, c'est pas... Comme ça, c'est bon? Oui, c'est bon, c'est bon. Vous pouvez agrandir, s'il vous plaît. Ok. Bon.
Super. Donc, le bonsoir à tous. Je suis Steve Jonas Kabouré. Je suis sociologue de formation spécialisé en santé communautaire. Je suis sociologue à l'IRSS Burkina Faso, l'Institut de recherche en sciences de la santé, à l'unité clinique de recherche de Nanoro. Et je vous présente un tant soit peu ce que j'ai pu avoir sur dépression, stress, solitude, comment préserver sa santé mentale du point de vue sociologique. Ok. Désolé. Vous me recevez, vous voyez mon écran? Oui, monsieur, c'est bon. Ok, je n'arrive pas à le faire descendre. Bon, je vais avancer et peut-être au cours de la présentation, si j'arrive à le faire descendre, je vais vous présenter le contenu. Et donc, je dirais que le thème que nous abordons, notamment la santé mentale face à la dépression, au stress et à la solitude, est d'une pertinence cruciale, surtout dans nos sociétés africaines, où ces réalités sont encore souvent banalisées ou stigmatisées. Nous vivons aujourd'hui dans un monde où le stress chronique, la solitude et la dépression sont devenus des réalités fréquentes, mais souvent tues, malheureusement. Derrière les sourires ou les engagements, beaucoup portent des blessures invisibles. Mon travail va consister en 4 parties. La première partie va concerner la santé mentale dans sa dimension sociale. La deuxième, les facteurs invisibles, facteurs de vulnérabilité sociaux. En troisième position, quel levier de prévention et de soutien. Et la dernière partie, chacun de nous, que peut-il faire? On peut continuer. Oui, on peut continuer. Merci. Alors, comprendre la santé mentale dans sa dimension sociale. Il faut dire que la santé mentale ne concerne pas que les hôpitaux ou les spécialistes. Elle est profondément sociale. En sociologie, la santé mentale ne se résume pas à une réalité individuelle. Elle est profondément liée aux structures sociales, aux relations humaines et aux conditions de vie. Le contexte dans lequel nous vivons, notamment l'insécurité, la pauvreté, le manque d'emploi, les crises sociales, affectent notre bien-être mental. Le stress, par exemple, peut être lié au chômage, à la précarité, la pression sociale, aux conflits familiaux. La solitude, quant à elle, n'est pas toujours l'absence physique des autres, mais l'absence des liens sociaux de qualité, de reconnaissance et d'écoute. La solitude, bien qu'on sent, n'entourée peut s'installer dans le silence. Surtout quand on ne trouve personne à qui parler sans être jugé.
nos normes sociales, nos croyances culturelles peuvent empêcher de reconnaître la souffrance psychologique comme un vrai problème de santé. La pression sociale, c'est-à-dire l'image que nous avons ou l'image que nous attendons des autres, pousse parfois à s'oublier soi-même. Et pourtant, notre cerveau a ses limites et le nier ne fait que retarder l'explosion. Pour ce qui est des facteurs invisibles, il faut relever que dans nos communautés, il y a plusieurs facteurs qui exposent les populations à la souffrance mentale, notamment l'exclusion sociale. Il y a l'exclusion des personnes âgées, des jeunes, des personnes vivant avec un handicap, la pression des rôles sociaux traditionnels, femme parfaite, homme fort. Dans nos traditions, on a tendance à inculquer aux hommes qu'il faut être fort et à la femme qu'elle doit être parfaite. Et toutes ces pressions font que nous nous surpassons deux fois inutilement. Il y a les poids des normes sociales et culturelles qui interdisent de montrer sa faiblesse. Plusieurs fois dans nos sociétés, quand il s'agit d'un garçon, on lui montre déjà au cours de sa socialisation qu'il faut être fort. Et plusieurs fois, nous remarquons que quand un bébé garçon, au cours de sa course, tombe, on lui dit de se relever et de ne pas pleurer parce qu'il est un garçon. Donc déjà, depuis le bas âge, il y a cette image que nous avons, que nous recevons, qui nous suit jusqu'à un certain niveau et ça nous conditionne. Nous sommes obligés de supporter, toujours supporter, à garder ce que nous avons en soi, ce qui joue forcément sur notre santé mentale. Alors, quel levier de prévention et de soutien? Il faut tout d'abord reconnaître les signaux faibles, notamment une fatigue persistante, le désintérêt, le repli. En outre, il faut déconstruire les tabous. Parler de santé mentale ne doit pas être un sujet honteux. Créer des espaces d'écoute, c'est-à-dire en famille, des groupes d'amis, des communautés, des groupes religieux. Ouvrir le dialogue. Il est nécessaire que nous privilégions des cellules d'écoute dans nos écoles, nos universités, les lieux de travail. C'est des cellules à l'intérieur desquelles les individus peuvent se confier, montrer ce qui ne va pas et toujours avancer. Par ailleurs, on peut aussi former des leaders sociaux, des enseignants, des chefs religieux, par exemple, à la santé mentale de base, pour repérer, orienter et soutenir. Déjà au niveau communautaire, c'est faisable. Il faut aussi encourager une culture de l'aide. Demander de l'aide n'est pas un aveu d'échec, mais un acte de courage. Souvent, nous évitons
de demander de l'aide quand il le faut. C'est nécessaire toujours d'aller vers les autres et de se faire accompagner. Et chacun de nous, que peut-il faire à notre niveau? Il faut d'abord se ménager du temps pour soi-même, s'entourer des personnes positives et sécurisantes, dire non quand c'est nécessaire. L'affirmation de soi est essentielle. Souvent, nous sommes prêts à tout accepter, à tous les niveaux. La pression vient de partout et nous disons oui à chaque fois. Oui, nous acceptons. Au service, par exemple, on peut toujours nous confier des responsabilités et à chaque fois, c'est nous. Nous ne pouvons pas refuser. Il est nécessaire de toujours penser à soi, connaître ses limites et dire non vraiment quand c'est nécessaire. Et surtout, ne pas rester seul avec sa douleur. Toujours aller vers les autres, se confier. Parler a toujours sauvé. Et bien, pour finir, je dirais que prendre soin de sa santé mentale, c'est avant tout reconnaître notre humanité commune. Accepter que nous pouvons tous traverser des périodes difficiles et choisir de construire une société plus solidaire et plus bienveillante. C'est accepter sa vulnérabilité, c'est s'autoriser à ralentir, à dire ça ne va pas, à demander de l'aide. C'est aussi protéger les autres en créant une culture de l'empathie et de la solidarité. La santé mentale, ce n'est pas un luxe, c'est une condition pour vivre pleinement et c'est une responsabilité partagée. Alors, je crois que j'ai parcouru un peu ce que j'avais à vous donner. Je ne sais pas si Mademoiselle Kanté, quelque chose à dire. Merci beaucoup, M. Steve, pour cette présentation riche et claire. Nous allons maintenant passer à Dr Alphonse Boukema. Merci. Merci. Est-ce que mon écran est partagé? Bonsoir. Bonsoir. Non, je ne vois pas votre écran. D'accord. C'est ça? Ça de partage. Attends. Autoriser quelqu'un à avoir votre écran. Non. On n'arrive pas à autoriser en fait. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Vous voyez mon écran comme ça? Oui, on voit. Ok. Bonsoir à tout le monde. J'ai l'opportunité de vous partager quelque chose sur le stress au quotidien
Je l'ai intitulé Mieux le comprendre pour mieux le gérer. Oui, voici le plan qu'on va suivre. Et c'est comprendre qu'est-ce que c'est que la santé mentale. Et comme moi, je dois développer la partie stress, comprendre un peu les mécanismes, les effets, connaître également les sources de stress, identifier les signes de stress et d'épuisement professionnel. Et en dernière partie, et comment de façon concrète, on peut gérer le stress. Voilà. Donc, mon prédécesseur avait déjà développé des éléments intéressants et tout ça. Donc, je vais m'appuyer sur ça pour développer la suite. Donc, qu'est-ce que la santé mentale? Selon l'OMS, la santé mentale, c'est un état de bien-être qui permet à une personne de se réaliser. C'est très important. La santé mentale, quand on parle de santé mentale, les gens ont l'impression souvent que c'est la maladie mentale et tout ça, alors que ça part au-delà de ça. Vous m'entendez? Oui, oui. Okay. Donc, c'est réaliser. Donc, réaliser ce projet, réaliser tout ce qu'on veut faire et tout ça. Faire face au stress normal. Donc, ça veut dire que dans la vie, il y a beaucoup de choses qui nous environnent le stress. Mais c'est notre capacité à faire face à ce stress normal-là qui montre qu'on est en bon état de santé mentale. Et de travailler de façon productive et de contribuer à la société. Ça veut dire que si on n'arrive pas à travailler, à apporter notre contribution au monde, à quelque part notre santé mentale est touchée. Ce n'est pas seulement l'absence de maladies, de troubles, mais c'est un équilibre psychologique, affectif et social. Donc, quand on parle de santé mentale, il faut voir tout. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les dimensions de la santé mentale. Il y a un écho qui revient. Monsieur Jérémy. Allô? Monsieur Jérémy. Vous m'entendez? On dirait que ça va maintenant. Je peux continuer? Oui, c'est bon. Il y a ce qu'on appelle les dimensions de la santé mentale. Donc, c'est le bien-être mental, ce que je viens d'expliquer, sur le fait d'être bien, en bonne santé, faire des choses qui nous rendent heureux dans la vie. Donc, quand on quitte le bien-être mental, on peut aller dans ce qu'on appelle la détresse psychologique. Cette détresse, ce sont les signes avant-coureurs qui montrent que notre santé mentale est en train de se dégrader. Et le stress est dans la dimension de la détresse psychologique. Maintenant, quand ça évolue plus loin, ça va aller dans la dimension maladie mentale avec la dépression, les troubles psychotiques, dont vous appelez couramment la folie et tout ça. Maintenant, le stress, c'est quoi? Le stress n'est pas votre ennemi. Il est le mode d'alarme de votre cerveau. Une réponse physiologique normale, universelle et souvent utile. Donc, quand on parle de stress, ça ne veut pas forcément dire que c'est quelque chose de négatif. La preuve, quand on a un examen à faire, qu'on est stressé, souvent on arrive à capitaliser pour atteindre nos objectifs et tout ça. Donc, c'est une réaction naturelle du corps et de l'esprit face à une situation perçue comme difficile ou menaçante. C'est très important. Soit on le perçoit comme difficile, soit on le perçoit comme menaçante. Il mobilise nos ressources pour nous aider à réagir, mais peut aussi nous épuiser s'il devient chronique. Je prends une image pour vous permettre de comprendre un peu. Imaginez un chasseur qui marche en brousse, qui part pour chasser. Soudain, un lion surgit devant lui. La réaction immédiate qu'il va avoir, c'est son cœur va commencer à se battre vite, ses muscles vont s'étendre, il sera prêt à se défendre ou à fuir. Ça, c'est le stress utile. C'est une réponse de survie. C'est normal dans notre biologie, parce que souvenez-vous que nos grands-parents vivaient dans la forêt et tout ça. Donc, c'est normal pour nous de réagir pour pouvoir faire face et tout ça. Mais le véritable problème, c'est quand ce stress devient permanent. Donc, en ce moment, ça devient quelque chose
très compliqué. Mais le véritable problème de notre monde actuel, c'est que nous sommes souvent dans un stress permanent, donc en mode réaction immédiate, mais de façon permanente. C'est ça qui devient un peu difficile. Voici, j'ai dit une différence entre le bon stress et le mauvais stress. Le bon stress, c'est ce qu'on appelle le stress positif. Les Anglais appellent le stress. Donc, la caractéristique, c'est que ça mobilise l'énergie, ça augmente la vigilance et ça nous permet d'atteindre des performances, de nous motiver et de la créativité. Ça nous permet de se réaliser et tout ça. Le véritable problème, c'est quand le stress devient un peu chronique et ça dépasse nos capacités. Et les anglophones vont parler de distress. Donc, ça dépasse nos capacités d'adaptation. Ça va entraîner la fatigue, l'anxiété, le découragement et l'échec. Et ça va entraîner des éléments. Qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau et dans notre corps quand on est stressé? Quand il y a un facteur stressant qui est face à nous, ça peut être quelque chose de réel. Voilà. Le stress, c'est quelque chose de réel. Ça peut être des examens, ça peut être un serpent qui passe et tout ça. On a une activation de l'adrénaline et de la noradrénaline qui vont entraîner une accélération du rythme cardiaque. Vous allez voir votre cœur qui bat beaucoup, la respiration qui vient, le muscle qui devient tendu et tout ça. Donc, c'est cette hormone qui est à l'origine de ça. Et la deuxième vague, c'est le cortisol, qui est une hormone qui va augmenter la vigilance, la libération de glucose, et ça va inhiber des fonctions secondaires comme la digestion et l'immunité. Donc, s'il y a une inhibition de la digestion et de l'immunité, on va voir qu'il y aura quand même de l'impact avec le temps. De façon chronique, le stress prolongé va entraîner des conséquences négatives. Sur le cerveau, on va avoir des troubles de la mémoire, de l'anxiété et de la dépression. Sur le système immunitaire, puisque le système immunitaire est désactivé, les défenses seront affaiblies. Donc, ces personnes auront tendance à faire des infections à répétition parce qu'on n'aura pas à défendre. Sur le plan digestif, on peut avoir des ulcères, des troubles digestifs. On dit que j'ai des gaz dans le ventre, j'ai des douleurs, on a fait des examens, on n'a rien trouvé. On se demande, est-ce que c'est pas une situation de stress? Sur le plan cardiovasculaire, si notre cœur, on peut avoir de l'hypertension artérielle, on peut avoir des risques accrus d'infarctus du myocarde. Et sur le plan métabolique, on a de prise du poids ou de perte de poids. Et ça peut entraîner le diabète. Parce qu'il y a des gens, quand ils sont stressés, il faut le dire, ils grignotent beaucoup. Et grignoter beaucoup va faire de telle sorte qu'on va prendre du poids. Quelles sont les principales sources de stress? L'expérience de l'enfance. Vous savez, l'insécurité affective, les critiques répétées, le manque de soutien émotionnel, ces blessures influencent la tolérance au stress à l'âge adulte. En réalité, tout ce que vous avez vécu à votre enfance, depuis votre enfance jusqu'à aujourd'hui, c'est que vous avez été négligé, vous n'avez pas été aimé, vous n'avez pas eu des parents qui ont été avec vous pour vous aider à vous développer sur le plan psychologique et affectif. Sachez que vous avez un terrain de vulnérabilité et face au stress, c'est pas sûr que vous allez pouvoir vous en sortir. Également, en dehors de l'expérience de l'enfant, pour l'expérience de l'enfance, il y a ce qu'on appelle les maltraitances, souvent les viols, l'inceste qui est commis sur beaucoup d'enfants, ça peut entraîner des facteurs de vulnérabilité. Sur le plan professionnel, le travail en désaccord avec nos valeurs, notre but et notre vision. Le véritable problème par exemple en Afrique, dans notre contexte, les gens vont aller faire des boulots, ils vont aller déposer des concours parce qu'ils veulent un travail seulement. Le véritable problème, c'est qu'ils vont avoir le travail. Mais est-ce que le travail qu'ils ont eu va en accord avec leurs valeurs, avec leur vision, avec leur projet de vie? Parce que chacun de nous, il y a un domaine particulier, là on se sent à l'aise, là on sent qu'on peut apporter notre contribution au monde. Maintenant, si on part dans un travail parce qu'on veut l'argent, on aura l'argent, mais on sera stressé toute notre vie. Également, la surcharge de travail, des délais serrés, manque de reconnaissance. Des études ont montré, quand vous avez des employés dans une boîte donnée et que malgré le travail qu'ils abattent, s'ils n'ont pas la reconnaissance des chefs et tout ça, et qu'ils ne sont pas appuyés, ils ne sont pas félicités, c'est un facteur stressant. Également, la peur du licenciement, le conflit de valeurs, les tâches excessives vont entraîner véritablement des problèmes. Donc, le côté professionnel est un facteur de stress majeur. Et vous allez voir, surtout des directeurs d'entreprise, ils n'ont pas le temps pour se reposer. Ils doivent travailler. C'est important.
Également, il y a la question financière, les endettements, les incertitudes économiques, les gestions budgétaires difficiles sont sources majeures d'anxiété et de repli social. Vous imaginez que tu as des dettes, tu ne sais pas comment tu vas faire pour payer. Chaque jour, tu te lèves, tu penses, et tu es stressé. Également, nous avons les relations interpersonnelles, les conflits familiaux, les mésententes conjugales. Vous imaginez, il y a des dames qui, dans leur foyer, par exemple, chaque fois, c'est la bagarre, c'est les problèmes, les incompréhensions. Elles sont stressées. Quand on prend la tension monte, c'est compliqué. C'est véritablement un facteur de stress important. Les gourmets, tu reçois un gourmet toxique, voilà, méditer, proprement donné, tu vas stresser. Et il y a des gens même qui vont aller jusqu'à une dépression et tout ça. Il y a l'isolement social. L'isolement social, c'est quelque chose, en réalité, hein, il y a beaucoup de personnes qui sont dans leur coin et que le fait, quand on parle d'isolement social, il y a deux dimensions. Il y a l'isolement social quantitatif. Ces personnes manquent d'amis. Quand on dit de faire leur cercle d'amis, ils n'ont pas d'amis, ils n'ont pas de personnes avec qui ils causent. Et il y a l'isolement social qualitatif. Ce sont des gens qui ont beaucoup d'amis. Ils peuvent vous citer 20 personnes. Mais si vous voulez dire parmi les 20 personnes là, qui peut vous écouter, il n'y a personne pour les écouter. Donc, c'est aussi un isolement social, mais c'est qualitatif. Donc, alors qu'une relation sociale normale est une relation dans laquelle on s'épanouit, on est capable de se faire écouter, on est capable de verbaliser auprès de la personne. On a l'environnement moderne, des notifications constantes sur nos réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook, on savait le bruit, les substances sensuelles, on va faire TikTok. Tout ça va nous stresser. Et je peux pas finir sans vous dire, par exemple, quand on prend les médias, quand tu rentres sur France 24, on va vous parler toujours de mauvaises nouvelles. Du matin au soir, c'est comme si on a l'impression que le monde va s'exploser. Et ce sont des facteurs de stress très, très importants. Quels sont les signes de stress? On a les signes physiques. Donc, quand vous avez une fatigue chronique, des problèmes de sommeil, quand on a des problèmes de sommeil, des difficultés à s'endormir, on prend plus d'une heure avec le sommeil ne vient. Ou bien on se réveille plusieurs fois la nuit, ou bien on se lève très tôt le matin, ou bien on a dormi toute la nuit, mais on se lève le matin, on est fatigué. Ça veut dire qu'on a un problème de sommeil. Des maux de tête, des douleurs musculaires au niveau du dos, de la nuque, on sait qu'on a mal, des problèmes digestifs, on a des nausées, on a des gaz dans le ventre, on a des ulcères, des palpitations, des sueurs, des troubles de l'appétit, ça peut être l'augmentation de l'alimentation comme une diminution de l'alimentation. Les signes émotionnels, la personne commence à s'énerver, à s'irriter. Vous ne le connaissez pas comme ça, mais vous voyez qu'il y a un changement dans son comportement. Il s'énerve, baisse de motivation et d'enthousiasme. Il n'est plus motivé. Il y a un sentiment d'impuissance. Il se sent dans l'injustice. Et il a une tendance à l'isolement. Quelqu'un qui avait le goût de la vie. Quelqu'un qui était joyeux. Et vous le voyez qu'il est en train de s'énerver. Il s'écarte. La vraie question à se poser, est-ce que la personne n'est pas dans une situation de stress? Il y a des signes psychiques. Des difficultés de concentration, d'attention, des troubles de la mémoire. On n'arrive plus à bosser. On n'arrive plus à mémoriser. On fait une réunion, tu te rappelles même plus de ce qui s'est passé hier. Pour te demander, est-ce qu'il n'y a pas un problème? Des pris de décisions difficiles, des pensées négatives, je ne suis rien, je ne vaux rien, ma vie n'a plus de sens. Nous sommes en situation de stress. Des signes comportementaux, des retards au travail, des absentéismes chroniques, baisse de performance ou un surinvestissement. Il y a des gens, quand ils sont stressés là, ils font beaucoup d'occupations pour gérer le stress. Il faut se demander, voir, est-ce qu'il n'y a pas un problème? Des conflits avec les collègues. Ou bien, ce qui est dommageable, c'est la consommation accrue d'alcool, de tabac, de médicaments et de drogue. Il y a des gens qui gèrent leur stress avec ça. Ce sont des mauvais gestionnaires de stress. Maintenant, vous entendez souvent parler de burn-out. C'est quoi exactement le burn-out? Le burn-out, c'est une fatigue extrême. On a la fatigue extrême, toujours fatigué, même après avoir dormi. C'est sans vidé ou dépassé. On a la perte d'envie, plus envie d'aller au travail ou de faire ce qu'on aimait. Sentiment de ne plus servir à rien. Les changements d'humeur, on est irritable, on est triste ou en colère, sans raison claire. On pleure facilement au travail.
On a les troubles du corps et de l'esprit, maux de tête, douleurs, insomnie, difficulté à se concentrer ou à mémoriser. On a tendance à s'isoler des autres avec une consommation accrue et tout ça. En réalité, le burn-out, c'est une situation de stress extrême. Donc, c'est un épuisement de tout ce qui est comme réserve sur le plan émotionnel, sur le plan physique et sur le plan psychique. Donc, c'est une situation grave qui arrive aux travailleurs. Donc, le traitement, il faut souvent faire un arrêt de travail. Quelles sont les stratégies qui sont mises en place? Bon, gérer le stress, c'est mettre en place des mesures durant toute votre vie. Et ce qui est important, l'exercice physique régulier favorise la libération d'hormones du bien-être comme les endorphines et la dopamine. Donc, pour gérer votre stress, vous pouvez mettre en place l'exercice physique. Marcher simplement peut vous aider à gérer le stress. Gestion des exercices, limiter l'alcool, la caféine, le tabac et éviter la consommation de drogue. Pratiquer des activités agréables réduit le cortisol, hormone du stress et favorise le bien-être. Il faut soigner la qualité de vos relations, c'est important. Les relations positives réduisent le stress, renforcent l'estime de soi, préservent de l'isolement et facilitent le partage des émotions. Si vous avez un ami, une amie à qui vous pouvez parler de vos problèmes, ça va réduire de façon drastique vos émotions. Il faut qu'on coupe ce qu'on appelle l'isolement. Il y a des amis dans vos vies pour changer vos vies. La spiritualité et la prière, c'est très important. Le sentiment d'être soutenu par une force supérieure réduit la perception de la détresse. La répétition des prières comme le chapelet, les mantras, agit comme une méditation active en calmant le rythme cardiaque et en apaisant notre esprit. Le lâcher prise, déléguer ses inquiétudes à une puissance supérieure, que ta volonté soit faite pour les chrétiens, par exemple, qui prient, diminue les ruminations. Savoir que quelqu'un est là, un être suprême est là et qu'il t'aide dans tout ce que tu vis comme situation, permet de gérer en grande partie le stress. Et également, quand on a une spiritualité, on sera en contact avec un groupe et cela ira bien. La lecture. La lecture, c'est un moyen efficace également. La lecture réduit le rythme cardiaque et la tension musculaire dès 6 minutes de lecture. Elle interrompt le flot de pensées anxieuses en captant l'attention. Lire avant de dormir améliore le sommeil. C'est démontré, vous pouvez texter, voir. Il n'y a pas d'un livre physique. 15 à 20 minutes par jour suffisent. Laissez toujours un livre à portée de main, sac cheveux au bureau. La lecture, une pause pour l'esprit et une caresse pour le cœur. Des respirations contrôlées. C'est très important. Le véritable problème, c'est qu'en Afrique, nous, on n'apprend pas des respirations. On pense que c'est pour des blancs, alors que des études ont montré que c'est efficace. La respiration lente régulière synchronise le rythme cardiaque et la respiration. On sait qu'on n'a pas quand on est stressé, on n'a pas la possibilité de ralentir notre rythme cardiaque. Mais on a la possibilité, avec la respiration, de jouer sur le rythme cardiaque. Donc, c'est là le système nerveux autonome s'équilibre. Baisse de l'activité système sympathique, c'est-à-dire baisse du stress, avec activation du système parasympathique, la relaxation et tout ça. Résultat, on va diminuer le cortisol, apaisement global du corps et de l'esprit. Des exemples de respiration contrôlée. Vous voyez, c'est un exercice simple, la méthode 4-2-6. Vous inspirez par le nez pendant 4 secondes. Vous retenez votre souffle pendant 2 secondes. Vous inspirez lentement par la bouche pendant 6 secondes. Répétez pendant 1 à 3 minutes. Et vous allez sentir que les choses vont s'apaiser. La cohérence cardiaque, c'est quelque chose qui est très important. Vous pouvez aller sur Play Store. Il y a des applications pratiques sur la cohérence cardiaque qui vont vous aider à faire. C'est une méthode qu'on appelle 365. C'est quoi? C'est 3 fois par jour, 6 respirations par minute pendant 5 minutes. Comment ça se pratique de façon concrète? Vous inspirez par le nez pendant 5 secondes. Cela suppose que vous inspirez de façon lente pendant 5 secondes. Vous inspirez par la bouche pendant 5 secondes et vous concentrez sur votre souffle et on saura qu'il y aura un relâchement qui est là. Ensuite, utilisez une application, une vidéo pour garder le rythme et tout ça. Sur Play Store, il y a des applications sur cohérence cardiaque. La relaxation, on peut relaxer nos muscles. L'objectif, c'est, je vous ai dit que quand il y a le stress, il y a une contraction des muscles. Donc, voici ce qu'on peut faire. C'est parce qu'on n'a pris pas le temps, mais je vous laisse, parce que vous voyez la présentation, vous pourrez essayer de façon concrète et tout ça, et ça va vous aider. Le lieu sécure.
au lieu de refus. L'objectif, c'est de se recentrer et de retrouver un sentiment de sécurité pendant un moment de stress intense. Les étapes, c'est quoi? C'est identifier un lieu sécurisant. Ce peut être un réel, une pièce calme, un jardin, un coin de votre bibliothèque, ou imaginaire, une plage couchée du soleil, forêt paisible, cabane en montagne. Vous identifiez ce lieu sécurisant pour vous. La deuxième des choses, c'est de vous mettre à l'écart. Éloignez-vous brièvement de tout source de stress si possible. Installez-vous confortablement et respirez profondément et fermez les yeux. D'abord, vous pouvez le faire et visualiser ou observer les détails, les couleurs, les sons, les odeurs, les sensations agréables dans ce lieu. Rendez-vous dans cet environnement en imagination. En réalité, le cerveau ne connaît pas la différence entre l'imagination et le réel. Si vous arrivez à aller dans ce lieu, vous sentez que vous serez apaisé. Donc, il y a des exercices de pleine conscience également que je vais vous laisser. Après, vous aurez ça et vous pourrez le faire. Donc, je termine en vous disant que il faut planifier et organiser. Pour mieux gérer le stress, il faut lister ses tâches. Faire une liste de tout ce qui doit être fait pour y voir clair. Deuxième des choses, il faut apprendre à prioriser. On ne peut pas tout faire dans la vie. Identifier les tâches les plus urgentes et importantes. Découper les tâches, diviser les grandes tâches en petites étapes pour ne pas se sentir dépassé. Planifier, il faut répartir les tâches dans le temps avec des plages dédiées. Il faut planifier sa journée, planifier la semaine, planifier le mois et planifier l'année. C'est très important. Ça va vous amener vraiment à pouvoir gérer. Et il faut avoir un emploi de temps flexible. Donc, là, c'est la matrice pour savoir ce qui est important, les choses. Et tout est mis et vous aurez la présentation. Vous pourrez. Je termine en disant le rôle du professeur, c'est très important. Donc, il y a des moments quand le stress est dépassé, il faut consulter. Qui consulter? Vous pouvez consulter un psychologue. C'est un psychologue, c'est quelqu'un qui a fait une formation en psychologie clinique, c'est pas un médecin, mais il a la capacité de vous écouter et de vous orienter. Dans le cas, vous pouvez consulter un psychiatre, c'est un médecin qui a fait 8 ans d'études et qui a choisi d'être spécialisé pendant 4 ans, donc pour s'occuper des maladies mentaux. Donc, la personne, elle a la capacité de vous aider, vous écouter, et si elle a nécessité de mettre un médicament en place, mettra en place. Et il y a d'autres éléments et tout ça. Donc, en conclusion, dans notre société, nous ne pouvons pas supprimer totalement le stress, mais nous pouvons le comprendre, le canaliser et éviter ces pièges. Apprenez à reconnaître le stress aigu, feu vert, il nous pousse, il nous permet d'atteindre nos objectifs. Le stress chronique, c'est un feu rouge, c'est un signal qu'il faut s'arrêter et prendre soin de soi. Apprenons à faire la paix avec nos émotions pour vivre mieux, plus sereinement et plus longtemps. Merci. Je voulais faire un exercice pratique, mais le temps qui m'est donné est terminé. Merci. Merci beaucoup. Merci infiniment, Dr. Alphonse, pour cet échange très enrichissant. En tout cas, je rappelle que Dr. Alphonse était diagnostiqué en psychiatrie. Merci infiniment et je retiens que la lecture est une pause pour l'esprit et une caresse pour le cœur. Donc, apprenons à lire avant de dormir car ça améliore le sommeil. Donc, sans plus tarder, nous allons finir avec le docteur Tidiane Belem qui va nous parler de la dépression. Allô? Docteur Tidiane, vous êtes là? Allô? Allô? Docteur Tidiane? Allô?
Ben, il a son micro qui a éteint, non? Est-ce que le docteur Tidjane peut ouvrir son micro parce qu'on ne l'écoute pas? Docteur Tidjane? Je vois que son micro est éteint. Oui, nous allons passer à la phase questions-réponses en attendant. Est-ce que vous avez des questions? Une petite remarque ou un ressenti par rapport aux présentations? On vous écoute. Oui, monsieur Binfal, allez-y, on va s'écouter. Par rapport au premier intervenant, Monsieur Steve Jonas, qui parlait du fait d'instaurer les cellules d'écoute dans les lieux de travail, les écoles et consorts. J'aimerais qu'il détaille un peu plus précisément qu'est-ce qu'il entend par cellule d'écoute. Merci. Bien reçu, je note ça. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question ou une remarque à faire? Vous êtes plus à l'aise par l'écrit, le temps est ouvert ici. Monsieur Benjamin Danse, à vous la parole. Alors bonsoir tout le monde. Merci pour cette rencontre assez riche en termes d'importance. Moi j'avais un apport ou une remarque assez importante par rapport à ce qui a été dit, notamment le milieu professionnel. Donc de par mon expérience, j'ai remarqué que sous nos cieux, et il y a beaucoup de chefs d'entreprise ou de managers qui n'ont pas vraiment intégré cette notion de santé mentale dans leur gestion de façon générale. Donc, ce qui cause souvent des relations qui deviennent de plus en plus toxiques. Et cela se répercute généralement sur les employés. Et eux, à leur tour, quand ils reviennent dans leur cellule familiale, ils viennent avec une certaine dose de stress qui déverse également au niveau de leur famille. Et au cours d'une certaine période allant de 1 à 5 ans de service, la personne, en tout cas, vous allez remarquer que bien vrai que sur le plan financier, bon, ça peut contribuer à stabiliser la personne, mais mentalement, il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça se répercute sur l'environnement autour de la personne, ça se répercute sur les enfants, et à partir d'un certain bas âge, ils commencent à accumuler en tout cas un certain nombre de stigmates avec lesquels ils grandissent. Moi, je voudrais poser la question à nos spécialistes. Est-ce qu'il ne serait pas judicieux et pertinent d'intégrer des modules de formation ou d'interpeller en tout cas ceux qui sont en charge de la santé au niveau du travail, de veiller à ce qu'en tout cas des sessions de communication, de formation soient faites à l'égard des employeurs et des managers, afin que en tout cas cette notion-là puisse vraiment intégrer les mœurs, pour que en tout cas de plus en plus chacun puisse être préservé dans son lieu de travail
et que le travail, en tout cas, puisse être un facteur épanouissant. Voilà. Sans oublier également notre domaine médical, où avec la gestion également des patients, on a vraiment besoin d'intégrer des habitudes en lien justement avec la santé mentale afin que on puisse vraiment s'épanouir dans le milieu professionnel. Merci, c'était ce que j'avais à dire. Merci. Merci, Monsieur Benjamin. Monsieur, il y avait une main levée. Monsieur Aboubakar. Allez-y, vous avez la parole. Merci beaucoup pour la parole accordée. Également, merci à tous les présentateurs. Et moi, j'ai une petite question, mais avant de procéder à ma question, j'ai une petite contribution. En fait, la réalité du stress, elle est quotidienne et un petit peu, je dirais, négligée par le public. Et quand je dis ça, en fait, nous travaillons beaucoup plus sur les maladies cardiovasculaires. Le stress constitue un des facteurs de risque de maladies cardiovasculaires, comme l'intervenant l'avait détaillé tout à l'heure. Et ce que j'aimerais ajouter, c'est le Takotsubo. Il y a une maladie aiguë d'atteinte du cœur qu'on appelle le Takotsubo ou le syndrome du cœur brisé. Ça survient dans un contexte de stress et c'est une pathologie qui attaque souvent le jeune et surtout particulièrement le sexe féminin, survenant dans un contexte de stress et elle est comparable à une crise cardiaque. Donc, c'est pas négligé. Et j'avais également vu la fois dernière un article qui était paru il y a un mois, qui était rédigé par certains de nos éminents maîtres ici à Dakar, surtout à l'hôpital FAN et au service de psychiatrie de l'hôpital militaire. Ils ont parlé, c'était un cas clinique de la conduite addictive à la découverte d'un trouble de stress post-traumatique, parcours de souffrance méconnu chez un militaire. Quand j'ai lu l'article, j'ai compris que pratiquement tout le monde a subi pendant un temps donné un traumatisme qui ancre en lui une forme de stress que généralement on n'en découvre pas et on pense que c'est un des comportements de la personne alors qu'en réalité la personne, elle a accumulé une forme de souffrance qui découle d'un traumatisme quelconque. Maintenant, pour finir, je pose juste une petite question. Avec l'intelligence artificielle, les gens aujourd'hui ont tendance, surtout les solitaires, quand ils rentrent chez eux une fois à la maison, habituellement, ils discutent avec ChatGPT. Et je ne sais pas ce que nos éminents psychiatres, psychologues ici présents, qu'en pensent-ils? Parce que c'est une pratique qui est devenue quasi quotidienne. ChatGPT n'est pas un être humain, il n'a pas cette sensibilité et les gens ont tendance à discuter avec lui de leurs émotions, etc. Donc, les spécialistes de la question, qu'en pensez-vous? Et je vous remercie. Y a-t-il d'autres questions, des remarques? Marie Fontor, allez-y. Je souhaitais souligner au niveau familial, on a bien parlé du niveau professionnel, l'anxiété, le stress, la santé mentale, mais on a oublié de souligner le point familial. De nos jours, dans nos familles, les gens ne se rendent pratiquement pas compte lorsque des personnes troublées souffrent en même temps d'un problème de santé mentale, un problème d'anxiété, un problème de stress. Certaines personnes se manifestent par une différence comportementale, mais que nombreux n'arrivent pas à assimiler comme telles. Et même dans le milieu scolaire, disons, sociétal, les choses peuvent être perçues différemment par rapport au milieu familial. Pour certains, ils diront que ces personnes sont
assez différentes ou assez versatiles, mais c'est un trouble qui se cache à travers cela. Si nos parents arrivaient à se rendre compte exactement de ce que représentaient ces symptômes-là, ce serait une très bonne chose. Comme l'a souligné l'un des intervenants tout à l'heure, il serait peut-être préférable de mettre un module comme tel dès le bas âge, dans les études ou même au niveau des familles, un certain apprentissage spécifique pour pouvoir mieux gérer ce genre de situation et pour pouvoir mieux comprendre ces personnes souffrant d'anxiété, souffrant de problèmes mentaux. Parce qu'à force de pouvoir tout cumuler, ces personnes deviennent comme des personnes assez négatives, assez agressives, assez incomprises. Et suite à de nombreux faits, ou bien de nombreuses paroles, de nombreuses actions reçues face à eux, ils se sentent rejetés. Ils prennent sur eux, ils préfèrent garder tout sur eux, quand tout va mal ou quand tout ne va pas bien. La lecture, tout à l'heure, on a dit que la lecture adoucissait, mais je pense pas que c'est avec tout le monde. Parce que quand je prends mon cas, la lecture, par exemple, ça ne m'aide pas beaucoup quand je suis dans une situation d'anxiété ou bien de dépression. Personnellement, ça ne m'aide pas beaucoup. Je pense qu'il faudrait trouver des méthodes un peu plus adaptées pour ce genre de situation. C'était tout. Merci. Nous allons prendre une dernière question avant l'intervention de Dr Tidiane. Madame Farida, vous avez la parole. Bonsoir à tous, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Alors, moi, j'avais une question à poser aux intervenants. J'aimerais savoir s'il y a une méthode, une procédure qui est mise en place pour le suivi de ceux qui sont en prison. Parce que là, on a parlé du stress côté famille, le travail, mais on n'a pas parlé de ceux qui sont en prison. Et j'aimerais ajouter à la liste des personnes qui ont subi des abus, hommes comme femmes. Quelle est la mesure d'accompagnement qui a été mise en place par le gouvernement ou par les institutions en place pour accompagner ces personnes-là, pour que leur quotidien soit plus ou moins chargé des troubles, si je peux appeler ça comme ça. Merci. Ok, merci pour votre participation et pour vos questions. Et merci aussi à nos intervenants. Vous avez la parole pour répondre maintenant. Merci à tout le monde. Merci à Mademoiselle Kanté. Je crois que la première question m'est adressée venant de Monsieur Gislain. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Merci. La question concerne les cellules d'écoute. Les cellules d'écoute que j'ai eu à mentionner dans ma présentation au niveau des leviers de prévention et de soutien. Alors, c'est quoi une cellule d'écoute? Une cellule d'écoute, pour moi, c'est une structure ou un dispositif temporaire ou permanent qu'on peut avoir dans soit nos établissements scolaires ou nos lieux de travail, où des personnes formées, telles que des psychologues, des assistants sociaux, reçoivent, écoutent et accompagnent ceux qui vivent des difficultés personnelles, relationnelles ou professionnelles, susceptibles d'affecter leur bien-être et leur santé mentale. Souvent, dans les établissements, je vois souvent des
des spécialistes qui sont là dans leur bureau, qui reçoivent des élèves souvent en difficulté. Et là, ils exposent leur situation. Et avec le spécialiste, ensemble, ils essaient de trouver des mesures d'accompagnement pour que ce dernier puisse venir à bout de ses souffrances. Il y a les questions aussi d'abus, comme l'a souligné une de nos participantes. On sait bien sûr qu'à l'école, il y a souvent des professeurs qui entretiennent des relations, je dirais, sexuelles avec leurs élèves. Et ces cellules-là permettent à ces derniers-là de s'exprimer, de se confier. Dans les lieux de service, c'est pas très évident. Et je souhaiterais vraiment qu'on intègre cela. Et aussi, comme l'a souligné, je sais pas, mademoiselle Farida, par rapport aux questions de prisonniers, c'est aussi nécessaire d'avoir ce genre de cellules-là dans les prisons pour permettre à ces derniers de se confier, de se libérer. C'est très important. Voilà ce que j'avais comme réponse à M. Ghislain. Je ne sais pas si il est satisfait. Oui, merci beaucoup. C'est un peu plus compréhensible maintenant. Merci. Et peut-être que je vais rebondir sur la question de l'intelligence artificielle. Je ne suis pas spécialiste, mais je dirais avec certitude que la machine ne peut pas remplacer l'être humain. C'est pas parce qu'on est en contact avec une machine qu'on peut se sentir bien par rapport à quand on est avec un humain. Les relations sociales sont très capitales dans nos vies. Et l'intelligence artificielle ne pourra jamais remplacer ces relations interpersonnelles. Très, très, très difficilement. Ce que j'avais à dire, je ne sais pas si M. Nkiema a quelque chose à dire là-dessus. Ok, merci pour les questions, tout ça. Bon, j'ai répondu sur l'intelligence artificielle. Il faut que c'est une question à nuancer parce que si quelqu'un peut consulter l'intelligence artificielle pour avoir certaines réponses, pour s'apaiser, c'est pas quelque chose de mauvais en soi. Maintenant, c'est faire de l'intelligence artificielle l'élément exclusivement avec qui on discute, c'est ça qui devient problématique. Donc, moi, je crois que, comme l'a dit mon prédécesseur, la machine ne pourra jamais remplacer l'humain parce que l'humain, il ressent nos émotions, il est capable de nous toucher, de nous faire un shalom ou un câlin et tout ça. Et la machine ne pourra jamais nous donner ça. Donc, c'est très important de savoir ça. Maintenant, il faut savoir que concernant le thème là, on n'avait que 15 minutes à développer. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on ne pouvait pas toucher. Donc, mais par rapport, quelqu'un a parlé qu'il y a une procédure au niveau des prisons. En psychiatrie, il y a ce qu'on appelle la psychiatrie carcérale. Donc, la psychiatrie carcérale, c'est une des spécialités en psychiatrie. On envoie des psychiatres voir des prisonniers. Normalement, un prisonnier qui doit rentrer, il doit recevoir une consultation psychiatrique ou psychologique avant son entrée. Et pendant même qu'il est là-bas, il peut bénéficier des soins. Il y a des unités psychiatriques même carrément qui sont dans les prisons et qui s'occupent des malades et tout ça. Donc, il y en a. Mais dans notre contexte, il y a un manque criard de psychiatres et de psychologues. Ça fait que c'est pas évident de pouvoir le faire. Sinon, dans les pays développés et tout ça, il y a toute une unité dédiée, des spécialistes dédiés à ce domaine en question. Il y a une qui a parlé
que la lecture, dans son cas, ne la calme pas. Moi, en présentant les outils, j'ai présenté une panoplie d'outils afin que chacun de nous, on choisit ce qui nous permet d'aller mieux. C'est pourquoi j'ai listé beaucoup. Maintenant, par rapport à la lecture, il faut savoir aussi que la lecture, quand on parle de la lecture là aussi, et il y a des thématiques, par exemple, qui intéressent chacun de nous. Donc, il y a des choses, il y a des gens, c'est la poésie qui va les calmer. Et il y a des gens, c'est la lecture d'un livre religieux qui va les calmer. Il y a des gens, c'est des romans, voilà, fantastiques qui vont... Donc, chacun doit savoir quel genre de lecture lui permet d'aller mieux. Maintenant, si la lecture ne vous calme pas, essayez de voir, est-ce que c'est le lieu sécu qui va vous calmer? Est-ce que c'est la respiration qui va vous calmer? Est-ce que c'est se lever marcher qui va vous calmer? Chacun de nous doit tester des outils qui vont lui permettre d'aller mieux. C'est pourquoi j'ai présenté une panoplie d'outils pour nous permettre d'aller, de pouvoir choisir et d'aller mieux. Maintenant, par rapport au... Est-ce qu'on ne doit pas intégrer des modules de formation et tout ça? Donc, la santé mentale, c'est pas du ressort de la santé. Quand on parle de santé mentale, c'est pas du ressort de la santé, du ministère de la Santé et tout ça. Normalement, comme la santé mentale existe dans tous les domaines de nos vies. Donc, de la naissance jusqu'à notre vieillissement, en passant par toutes les structures, on doit promouvoir des comportements qui permettent d'avoir une bonne santé mentale. Et on parle de déterminants de la santé. Et quand on parle de déterminants de la santé, il y a le niveau politique. Par exemple, il doit y avoir des décisions politiques fortes en faveur de la santé mentale de la population. Donc, si les décideurs disent que la santé mentale est quelque chose de prioritaire et qu'il faut que les gens aient une bonne santé mentale pour pouvoir s'exercer, comme dans la définition, s'épanouir, être productif et contribuer à la communauté, c'est là qu'on va prendre des décisions politiques qui vont permettre cela. Donc, sur le plan, je prends des exemples. Dans chaque secteur, on peut insérer des modules de santé mentale. Déjà dans l'éducation, pourquoi pas, quand on prend par exemple chez nous, par exemple du CP1 jusqu'au CM2, on va voir des maladies infectieuses et tout ça, mais on va jamais parler de santé mentale, par exemple. On peut introduire des modules de santé mentale dans tout le cursus. On peut introduire des modules de gestion de comment on décolle les émotions, comment on exprime les émotions. On peut apprendre les parents à accueillir les émotions des enfants. Chez nous, on va dire non, tu es un garçon, tu ne dois pas pleurer. Alors que non, on doit être capable de... Donc, ça doit intervenir dans tous les domaines, dans toutes les dimensions de nos vies. Donc, c'est pas seulement le ressort du psychiatre et tout ça. Nous, c'est les psychiatres, les psychologues, c'est quand c'est gâté qu'on doit venir nous voir. Sinon, dans tout, on doit avoir une culture de santé mentale qui est positive. Maintenant, je crois que c'était toutes les questions, je crois. Est-ce qu'il y a une question que j'ai oubliée? Il y a Monsieur Aboubakar qui dit, en fait, je ne parle pas du remplacement de l'humain, ça c'est impossible. Je me demande plutôt si c'est une bonne méthode, s'il n'y a pas de retentissement. Oui, je crois que j'ai répondu à cette question. J'ai dit que si l'intelligence artificielle, il ne faut pas voir ça comme quelque chose de forcément négatif. Voilà. C'est important de le savoir. Maintenant, c'est de savoir donner sa place. Voilà, sa place, il ne faut pas lui donner une importance exagérée, il ne faut pas le minimiser aussi. Il y a des gens, par exemple, ils sont là, ils disent, par exemple, que non, ils savent qu'ils ont des idées suicidaires, ils veulent se suicider. Ils demandent à l'IA, par exemple, je vais me suicider, l'IA va dire non, ne te suicide pas, tu peux contacter ça, tu peux contacter telle personne. Et la personne contacte et elle se sauve. Donc, c'est pas forcément quelque chose de négatif. Maintenant, c'est utiliser seulement l'IA comme ami, comme quelqu'un avec qui on cause, ça c'est problématique parce que les relations humaines restent les relations humaines, l'IA ne pourra jamais les remplacer. Mais c'est un outil qui est important, qu'il faut savoir composer avec. Merci, Dr. Alphonse. Merci pour votre réponse. On retient que l'IA ne va jamais remplacer l'être humain. Ça ne peut jamais remplacer la chaleur humaine. Donc, nous allons redonner la parole à Dr. Tidiane qui va nous exposer sur la dépression. Dr. Tidiane, vous avez la parole. Bonsoir à toutes et à tous. Je ne sais pas si vous me recevez.
Oui, docteur Tidjane, je reçois. Je présente mes excuses pour ce désagrément. J'aimerais, avant même toute présentation, rebondir un peu sur la question de l'intelligence artificielle. Il faut d'ores et déjà se dire que l'intelligence artificielle, c'est un ensemble de programmation. Voilà. C'est un ensemble de programmation qui ira faire peut-être des recherches de ce qui a été déjà produit comme travail scientifique. Et donc, l'IA est vraiment limitée dans la détection de certaines pathologies, notamment en santé mentale. Il faut dire que l'utiliser ou bien se fier totalement à l'IA va vraiment engendrer ce qu'on ne veut pas, ce dont on n'espère pas. Puisque en santé mentale, comme on le dit, c'est un comportement. Le comportement, il n'est pas seulement que auditif ou soit oral, mais tout, même la présentation de la personne qui est en face de toi peut amener à diagnostiquer certains troubles. Donc, je ne pense pas que quelqu'un qui est derrière son écran en train de parler à un système de programmation pourra vraiment avoir tout sortes d'outils qui pourra peut-être l'aider à mieux gérer sa santé. Maintenant, pour ne pas être, comme on est trop pris par le temps, je vais essayer d'aller un peu plus rapidement sur le thème qui m'est dédié, qui est la dépression. Pour atteindre cet objectif de la dépression, il faut dire que nous allons introduire le sujet, dire ce que c'est que la dépression et également jeter un coup d'œil sur les causes de la dépression, comment les surmonter et en faire conclure. En introduction, on dira que la dépression est la pathologie psychiatrique la plus fréquente, véritable problème de santé publique. Elle touche plus de 280 millions de personnes à l'échelle mondiale selon l'OMS. Et elle affecte toutes sortes de personnes. Il n'y a pas de distinction de sexe et toutes les tranches d'âge peuvent être atteints. Il n'y a pas également de niveau socio-économique ni culturel en ce qui concerne la dépression. Mais les études sont pour la plupart du temps unanimes sur le fait qu'elle est plus courante chez la femme, ce qui fait que la dépression engendre d'énormes impacts sur la qualité de vie et les relations sociales des personnes qui en souffrent. On a l'habitude d'entendre de façon un peu courante que je suis déprimé, ce qui nous amène d'abord à différencier ce qui n'est pas de la dépression. Pour ce qui n'est pas de la dépression, il faut dire que la tristesse de façon passagère, ou soit le découragement passager, il est inévitable. Il fait partie de la vie, donc il ne signifie pas qu'on est en dépression. Donc, la plupart du temps, on va voir que cette tristesse passagère ou ce découragement passager peut être de causes multiples, soit un conflit au travail, un conflit dans le couple, des problèmes de santé, un échec. Ils ont la caractéristique d'être temporaire, c'est-à-dire être inférieur à 2 semaines et également cette caractéristique de disparaître lorsque la situation s'améliore. Maintenant, nous allons parler de la dépression. Une personne, vous êtes en dépression si votre morale est véritablement à plat, si vous ne ressentez presque aucun intérêt dans votre vie, et cela presque tous les jours. Et ce sentiment doit durer au moins 2 semaines. On dit bien au moins 2 semaines. Et également d'autres facteurs comme problème viendront se greffer à ça. On a notamment un souci au niveau du poids. La personne peut prendre du poids, comme Dr Alfred le disait tantôt, le stress peut amener quelqu'un à beaucoup grignoter, ce qui peut également amener à un excès de poids, ou soit un manque d'appétit. Donc, il y aura une variation au niveau du poids. La personne aura tendance à dormir peu parce qu'il est trop stressé et également se sentir toujours agité ou ralenti, également incapable ou soit inutile. La personne aura vraiment de dans cette définition, il faut dire qu'il y a 2 types de stress. Le plus courant en psychologie, on essaie de vraiment alléger la chose. On parle de la dépression légère et de la dépression majeure. Mais il faut dire que ces deux pathologies ont presque les mêmes signes, mais la dépression majeure, elle est encore plus grave que la dépression légère. Pour ce qui est des causes de la dépression, il y a plusieurs études qui ont été menées. Et les études les plus récentes ont conclu à un facteur qui peut être en cause. On a d'abord les facteurs qui vont résider dans la catégorie situation, la pensée, l'émotion, la psychologie et l'action. Mais il faut discuter intéressant entre ces facteurs, c'est que ces facteurs qui vont permettre de maintenir de développer, de maintenir la dépression. La dépression également peut avoir une répercussion sur ces différents facteurs que nous avons cités. Donc ici, on a un diagramme qui nous permet de
de lister certains éléments rentrant dans ces différentes catégories de facteurs. Donc, au niveau des facteurs situationnels, on peut avoir la perte d'un objet d'un parent. Également, on peut voir l'isolement comme un facteur situationnel, le conflit de stress. Au niveau de la pensée, les pensées négatives, également l'autocritique sévère, des gens qui ont tendance à se juger de façon très sévère. De façon très sévère, on a peut-être été chose victime de ces gens de pensée face à une situation qu'on pouvait résoudre, on a négligé, on s'est dit que c'est parce qu'on est comme ci, comme ça, que tel chose nous est arrivé. Également, il y a des pensées injustes et irréalistes pour certaines personnes qui ont tendance à vraiment avoir des pensées irréalistes. Pour un étudiant qui peut-être veut avoir une duplex dans 2 ou bien dans 3 mois, sachant que cette pensée est irréaliste, mais qui maintient de façon modifiée cette pensée. Donc, il sera appelé peut-être à chuter dans la dépression s'il ne réactive pas ses pensées positives. On a également les situations émotionnelles avec le découragement, la tristesse, le désespoir, les facteurs physiologiques, le sommeil qui est altéré, le manque de sommeil, le manque d'énergie. Également au niveau des actions, on peut citer le retrait social qui vont avoir vraiment un effet, déclencheur de la dépression. Donc on a ici les flèches qui essaient de montrer qu'il y a une implication entre ces différents facteurs. Donc si nous prenons peut-être l'exemple de la perte au niveau situationnel, ça peut amener la perte peut-être d'un parent ou soit d'un fils peut amener la personne à avoir des pensées négatives. Ces pensées négatives peuvent être entre autres peut-être que pourquoi est-ce que c'est mon fils, si moi-même je mourrais à la place de mon fils, ça allait être encore plus mieux. Donc au niveau émotionnel, ça peut entraîner une tristesse. Cette tristesse, on peut avoir des effets physiologiques. Ces effets physiologiques peuvent être le manque de sommeil. On n'arrive plus à dormir parce qu'on est trop découragé, on a ces idées, on a ces pensées négatives. Et au niveau de l'action, ça va nous amener à vraiment se retirer de la société, à ne plus trop être familiarisé à ce qu'on avait l'habitude de côtoyer. Donc, comment faire pour surmonter cette dépression? Nous avons tantôt parlé de 2 types de dépression, la dépression légère et la dépression majeure. Pour la dépression légère, il est généralement utile de parler avec des membres de la famille ou des amis à qui on a véritablement confiance. Également, ces amis peuvent nous aider à avoir certaines solutions. Également, écrire ses problèmes, c'est très important. Exprimer ses sentiments et ses pensées également peuvent nous aider véritablement à avoir des solutions. Avec toutes ces méthodes, si ça ne contribue vraiment pas à l'amélioration de l'état de la personne, il peut être amené à consulter un médecin, un psychologue, un psychiatre. Tout professionnel de la santé qui pourra véritablement être un appui pour lui. Dans certains cas, on est obligé de faire recours à des antidépresseurs pour gérer cette situation de dépression mentale. Pour la dépression majeure, en plus des mesures décrites, il va falloir consulter son médecin de famille si on en a, soit son médecin, un psychologue, un psychiatre. Les antidépresseurs également rentrent en ligne de compte ici. On a également la thérapie cognitivo-comportementale, qui est une thérapie qui va beaucoup agir sur la pensée de la personne. Cette thérapie a la faculté de changer nos pensées négatives en pensées positives et qui peut peut-être nous amener à surpasser cette phase de dépression. Également, on a la thérapie interpersonnelle dont Dr Nikema est déjà un spécialiste à la question. Donc, en plus de ces mesures, lorsque la dépression ne s'améliore peut-être pas, on peut être amené à faire une combinaison entre des antidépresseurs et des thérapies psychologiques. Voilà 3 façons que j'ai essayé de résumer pour pouvoir surmonter la dépression. C'est de réactiver sa vie, penser de manière réaliste et résoudre les problèmes avec efficacité, de façon très efficace. Donc, réactiver sa vie, c'est entre autres essayer de se rendre encore plus actif, puisque l'inactivité, c'est démontrer que l'inactivité renforce la dépression, comme la dépression également rend inactive. Et avoir des pensées vraiment réalistes et positives permet de se débarrasser de tout ce qui est comme pensée négative qui peut vraiment contribuer à
qui peut vraiment contribuer à ce que notre dépression soit encore plus prononcée ou ait une durée assez longue. Également, résoudre les problèmes avec efficacité. Si on prend l'exemple sur le milieu étudiantin, on se dira que c'est parce qu'on n'a pas l'habitude de résoudre nos problèmes de façon efficace que souvent on se retrouve dans des phases de dépression ou de découragement. Cela nous appelle à avoir peut-être des méthodes, une planification assez rigoureuse pour atteindre certains objectifs, notamment peut-être si on prend l'exemple que la composition soit une évaluation qui est programmée, se préparer depuis l'avance avec une planification assez rigoureuse et praticable nous permettra peut-être d'atteindre l'objectif que nous voulons, qui est peut-être de valider l'année. Mais si on atteint peut-être à 2-3 jours avant de voter, il va s'en suivre qu'il y ait le stress, l'état de stress chronique fera que certains ne pourront pas s'adapter au rythme. Et bon, ça va entraîner ceux qui s'entraînent, ça devait entraîner comme l'échec et autres, et il va s'en suivre la dépression. C'est ce que nous pouvons dire en guise de conclusion. Il faut dire que la dépression est fréquente et entraîne des souffrances, ainsi qu'une déficience fonctionnelle, un risque accru de suicide et de perte de productivité. Également, pour ce qui est du risque de suicide, il est montré que le suicide est la quatrième cause de décès de la tranche d'âge de 19 à 29 ans, selon l'OMS, et le suicide également est l'un des facteurs vraiment de risque pour quelqu'un qui se sent déprimé. Ainsi, nous sommes à la fin de notre présentation. Nous vous remercions pour l'attention. Merci, monsieur Steve, monsieur Tidiane. Merci pour la présentation. Donc, je remercie encore nos 3 intervenants pour leur présentation très enrichissante. Nous allons maintenant réouvrir une petite séance de questions-réponses. Donc, à tous ceux qui ont des questions, des remarques à faire, on vous écoute. Allô? Y a-t-il des questions, des remarques à faire, des suggestions? Et ensuite, le chat qui est ouvert si vous êtes plus à l'aise par écrit. Il n'y a pas de questions? Je ne sais pas si je pourrais intervenir sur une question de l'aide, en fait, envers ses proches. Donc, le panneau. Allô? Oui, allô? J'ai une question. Tu peux y aller, toi. Oui, on vous écoute. Par rapport à la dépression, si une personne présente au moins 5 critères de la classification de DSM-5 là, est-ce qu'il faut forcément une prise en charge médicamenteuse associée dans le traitement de la dépression de la personne? Allô, allô? Abdullah Toussina, vous avez une question ou bien? Allô? Allô? Y a-t-il encore des questions? Vous avez des questions, des remarques à faire, des suggestions? Ah non, c'est bon, j'ai fini avec ma question. Ok, y a-t-il une autre personne?
J'aimerais poser une question. Ok, docteur Tidiane, vous avez la parole. Docteur Tidiane? Docteur Alphonse, vous avez un truc à dire peut-être? Ok. Merci beaucoup pour cette question et merci à Dr Tidiane pour son développement. Mais par rapport au traitement médicamenteux et tout ça, vous savez que c'est pas toute dépression qu'on met des médicaments. La dépression, elle est caractérisée en termes de sévérité. Il y a dépression légère, il y a la dépression modérée et il y a la dépression sévère. Dans la dépression, non, il y a un avion qui passe, donc dans la dépression, par exemple, légère, par exemple, c'est-à-dire qu'on a des symptômes qui sont là, mais ce sont souvent des symptômes quand même qui sont gravissimes, qui sont très graves. La personne continue souvent à faire ses activités, mais il sent un peu qu'il y a certains symptômes qui sont là et tout ça. Donc, il y a les critères de la dépression, mais il n'y a pas de retentissement tellement comme ça. En ce moment, par exemple, une psychothérapie de soutien et lui permet de contacter des gens, de causer avec des familles et tout ça. Souvent, ça permet de gérer. Ou le sport qui est très important parce qu'on sait que les études ont montré que le sport est aussi efficace que les antidépresseurs dans la dépression légère en moyenne. Maintenant, si au-delà de ce qui est légère, quand c'est moyenne, psychothérapie, TCC ou thérapie interpersonnelle permet de gérer ou on peut mettre des médicaments. Mais quand c'est des dépressions qui sont quand même graves ou sévères, là, il faut adjoindre un médicament. Et là, il faut aller voir le psychiatre pour pouvoir gérer ça. Merci beaucoup pour la réponse. Ok, y a-t-il d'autres questions avant de pouvoir conclure? Oui, allô? Allô? Ouais, d'accord. Bon, merci beaucoup pour la parole. J'ai juste une question concernant la prise au fait, de la dépression chez les patients qui ont de surpoids. Et je ne sais pas si les confrères, ils ont d'expérience dessus, mais c'est une situation qui est couramment rencontrée, surtout en réadaptation cardiaque ou en médecine du sport. Les malades qui sont en surpoids, au fait, leur facteur de dépression, c'est le surpoids qu'ils vivent avec quotidiennement. Maintenant, en général, nous, on ne s'occupe pas assez d'eux. On les envoie chez les psychologues ou parfois il y a des psychiatres ou des psychologues qui sont intégrés dans les centres de perte de poids et autres. Alors, souvent, en général, ça ne marche pas l'assistance et que ça s'oriente vers toujours l'abandon du programme de perte de poids. Selon vous, dans vos expériences, qu'en pensez-vous, à part l'assistance, qu'est-ce qu'il faut faire encore de plus? Merci. Merci pour cette question. Et ce que je sais, c'est que le poids, la question du poids, c'est une question quand même qui est un peu récurrente dans nos sociétés. Et vous allez voir que, par exemple, les filles, surtout la plupart des filles qui sont obèses, tout qu'elles sont obèses, et elles peuvent déprimer à cause de ça. Il y a aussi des filles qui sont de petite taille ou qui sont minces, qui trouvent qu'elles sont minces et elles dépriment pour ça. Maintenant, par rapport à ceux qui, par exemple, qui sont en forme et tout ça, je pense que ce genre de situation, c'est véritablement savoir déjà là. Si on les a en psychiatrie, par exemple, ou en psychologie, la première des choses, puisque c'est une équipe pluridisciplinaire qui va prendre en charge cette personne, la première des choses, c'est de savoir la cause de l'obésité, c'est quoi exactement.
Et maintenant, quelle est la représentation de la personne par rapport à cette obésité en question? Et maintenant, il y a des moments où c'est de travailler pour que la personne accepte la situation. Mais il y a des moments où c'est très difficile et c'est compliqué. Mais je pense qu'un travail en thérapie bien structuré avec le temps, souvent, on peut ne pas forcément guérir tout, mais la personne peut arriver à avoir une certaine normalité dans la vie et pouvoir s'en sortir, tout ça. Mais moi, personnellement, je n'ai pas encore pris en charge quelqu'un qui est obèse et qui déprime. Donc, je n'ai pas d'expérience par rapport à ça. Donc, je ne sais pas réellement ce qu'il faut faire, mais je me dis que vraiment, il faut un travail d'acceptation à un certain moment. Parce qu'il y a des obésités qui sont en lien avec... C'est génétique. J'aurais beau mis des choses en place, et tout ça, c'est compliqué. Mais je sais que sur d'autres cieux, il y a la chirurgie bariatrique qui est mise en place, le bypass, où on va aller carrément sectionner une partie de l'estomac pour permettre... La personne va manger un peu. Maintenant, il y a certaines complications aussi qui sont en lien avec ça. Donc, quand on met toutes les mesures en place et que ça ne marche pas, c'est la chirurgie que les gens mettent en place pour pouvoir gérer ce genre de situation. Mais je vais essayer de rebondir un peu sur la question. Et il faut dire déjà que pour la plupart de ces personnes qui peut-être souffrent de dépression suite à l'obésité, c'est parce qu'il y avait un idéal, comme le disait Donald Winnicott, c'est qu'il y a un sentiment de rupture de résistance. Sur l'existence également pour Donald Winnicott, c'est que c'est un sentiment de continuité entre le psychique et le corporel. Et dès lors que pendant l'enfance ou bien dans la tête de la personne, tu devais peut-être être une miss, et dans notre société, il n'est pas accepté qu'une personne obèse soit peut-être une miss et autres. Déjà, ça va avoir un retentissement psychologique sur la personne. Et ce retentissement psychologique peut-être peut également conduire à des comportements inadaptés. Mais tant que le comportement de la personne qui souffre peut-être de cette obésité n'est pas vraiment une chose inadaptée, je pense qu'il n'y a pas lieu peut-être de recourir peut-être à des traitements, de faire recours à la chimiothérapie en fait. Mais maintenant, pour sa prise en charge que nous voyons un peu plus fréquemment dans notre centre de neuropsychologie, puisqu'on prend, c'est une spécialité de la clinique. Pour ces gens de personnes, d'abord, c'est peut-être les amener à comprendre ce qu'elles vivent comme situation, essayer de chercher peut-être s'il y a une cause qui peut-être a entraîné la prise de poids. S'il n'y a pas de cause, si c'est un facteur génétique, expliquer à la personne pour que la personne puisse accepter d'abord l'état dans lequel elle se trouve. Et maintenant, s'il y a un programme de sport qui peut-être peut amener la personne à perdre un peu de poids ou soit à avoir un chose à maintenir son poids présent sans trop dépasser peut-être un certain nombre de choses qui peut entraîner encore d'autres pathologies médicales, il sera encore plus évident. Dans le dernier recours, je pense que c'est la chirurgie bariatrique. Maintenant, je me demande si cette chirurgie bariatrique, à tout moment, elle est efficace. Donc, pour ces gens de personnes, il y a toujours un cercle vicieux qui est là. C'est la rupture de ce cercle vicieux-là qui souvent pose des problèmes, fait que les différentes thérapies, peut-être entreprises, ne vont pas aboutir à quelque chose. Également, lorsqu'on essaie de dérouler tout ça, un schéma thérapeutique pour la personne, la plupart du temps, ce schéma thérapeutique est assez long, fait que la personne n'arrive pas à tenir dans le long terme. Donc, la personne doit retourner encore dans cette question d'obésité. Merci, Dr. Tidjane. Nous allons prendre 3 dernières questions. Il y a une personne qui demande, la dépression est-elle une cause de rejet par autrui? La dépression, une cause de rejet par autrui. Je pense que dans le carré des facteurs qu'on avait donné comme cause de dépression, je pense que ça existe également la perte. Lorsqu'on parlait de la question situationnelle, la perte peut-être d'une personne, comme Dr. Alfred disait, le gourmet peut entraîner une dépression chez quelqu'un. Donc, si quelqu'un qui se sent peut-être rejeté par son copain peut passer d'un état de santé, de bien-être mental à un état pathologique. Donc, on peut dire que la perte d'un individu soit ce que les gens appellent couramment l'image
l'image parfaite ou le sujet idéalisé. Lorsqu'on n'est plus avec le sujet idéalisé directement, pour des personnes qui sont un peu plus vulnérables, la personne peut se retrouver dans une phase de dépression. Merci. Il y a M. Babacar qui dit, à propos d'un cas réel, il s'agit d'une fille qui étudie au Canada et qui se plaint souvent de solitude car elle est loin de ses parents. Elle a tendance à stresser pour un rien, à se fâcher facilement et pense même, je pense qu'elle est même dépressive. Nous essayons de lui remonter le moral, mais c'est comme si elle ne voulait pas sortir de cette situation. Quel spécifique serait utile pour elle? Pour cette personne, je pense que déjà il y a une rupture entre le contact peut-être familial, le contact visuel familial et cette chose avec cette personne. Peut-être que la personne était beaucoup habituée à ses parents de façon physique et non pas de façon visuelle. Peut-être au téléphone ou autre, ça ne marche pas. Maintenant, si c'est la solitude ou ça, le retrait social, je pense qu'au Canada, ils ont la plupart du temps dans les écoles où il y a la communauté africaine, ils ont cette cellule de communauté africaine. Ici, on peut peut-être faire ce qu'on appelle la psychothérapie la TTC, voilà, la psychothérapie cognitivo-comportementale pour essayer d'aider la personne à un peu plus se retirer de choses, de ces retraits sociaux ou soit de cet isolement et avoir une vie, peut-être une santé mentale encore plus efficace. Donc, dans ce cas, je pense que s'ils ont un collègue ou soit un ami, on essaie d'abord d'identifier dans le réseau de cette personne de façon physique, c'est-à-dire à l'école. Si la personne a peut-être un ami avec lequel il a tendance à plus causer, on essaie de demander à la personne de rendre un peu plus de visite à la personne. Et bon, au fur et à mesure que la personne rend les visites pourront se faire à l'interne et après à l'externe. C'est-à-dire aujourd'hui, demain, peut-être sur une semaine, je suis à tout moment, il y a 2-3 heures que j'accorde à la personne. Après ça, j'essaie d'inviter la personne au sein de ma petite communauté que je me suis forgée peut-être au niveau du Canada. Lorsque la personne aura une habitude également à cette personne, ça l'amènera peut-être à avoir une vie assez plus épanouie par rapport à celle qu'elle vivait avant. Merci. Il y a M. Benjamin qui demande, il y a des mesures préventives ou de protection contre la dépression? Oui, je sais, comme on allait un peu plus rapidement, comme je disais, les 3 facteurs de sortie de la dépression peuvent être considérés comme des facteurs protecteurs également de la dépression. Lorsque je parlais de réactiver sa vie, c'est-à-dire une personne qui aura tendance à toujours être occupée, à toujours avoir peut-être des activités peut-être de sortie avec des amis, quelqu'un qui cause peut-être avec tout le monde, qui a une vie vraiment active, qui sait quand bosser, quand aller causer, quand aller jouer au football, à quel moment il faut partir peut-être faire une promenade. Il verra que tous ces facteurs autour de lui seront des facteurs protecteurs contre la dépression. Maintenant, les pensées également, comme on le disait, quelqu'un qui a peut-être des pensées positives de la vie, sur la vie et autres, ces pensées également seront protecteurs pour lui. Mais dès lors qu'il a une rupture de cette pensée positive, là, la personne va commencer peut-être à tomber maintenant dans cette science de dépression. C'est pour cela, ces facteurs qu'on a cités, ce sont des facteurs de protection. Donc, ça permet de prévenir la dépression. Et une dernière question avant de clôturer. Il y a M. Yann qui demande, que peut-on faire lorsqu'on se rend compte qu'on gère sa dépression en se réfugiant dans des addictions comme l'alcool ou d'autres comportements dangereux ou malsains pour se sentir mieux? Bon, là, ce n'est pas une gestion de sa dépression. La personne ne gère pas sa dépression, en fait. Non. Là, la personne essaie de se camoufler dans une autre situation qui est inadaptée, qui elle-même est pathologique. En psychologie, il y a ce qu'on appelle un continuum. C'est-à-dire l'être humain, le comportement humain évolue sur un continuum allant de l'adaptation à l'inadaptation. Maintenant, ici, voit que dire que je gère ma dépression en sombrant dans l'addiction, je pense que l'addiction en elle-même est un comportement inadapté. Donc, ça ne peut pas permettre de résoudre la question de la dépression. La personne pense avoir peut-être résolu sa dépression et il n'en est pas, c'est pas le cas. Puisque l'addiction a un temps.
lorsque le temps, le délai d'action, comme souvent le dit en médecine, regarde que le délai d'action va finir, la personne va se rattraper par cette réalité qu'il avait tantôt déprimée. Donc il fait quoi? Il réussit encore dans cette addiction. L'addiction n'est pas a toujours des effets négatifs. Donc, dit que j'essaie d'avoir des comportements addictifs pour pouvoir prévenir ou bien porter de sa dépression, ce n'est pas un moyen pour gérer sa dépression. Voilà. Dans ce cas de la personne, je pense qu'il peut avoir recours à la psychothérapie. Notamment, on parlait de la psychothérapie. Je vais faire un bref rappel sur la psychothérapie. Il faut dire que la psychothérapie, c'est toutes sortes de pratiques basées sur une théorie. Cette théorie, en elle-même, doit être basée sur les soins du psychisme, sur les soins et le psychisme en elle-même. Maintenant, il a été démontré qu'il y a plus de 600 combien d'écoles et de différentes techniques de psychothérapie, mais qui sont regroupées de façon classique en 4 grands groupes. Et ces 4 grands groupes vont faire appel à la psychothérapie psychanalytique, notamment celle que Freud a essayé de mettre en place. Et on a la thérapie cognitivo-comportementale, dont on appelle les PTC de façon courante. Et on a la psychologie humaniste et existentielle. Et enfin, on a la gestalt-thérapie et autres qui vraiment sont des courants au sein desquels on aura différentes choses. Donc, lorsqu'on détecte une pathologie psychologique sur une personne, on essaie de voir d'abord dans un premier cas à quelle thérapie cette pathologie peut répondre le mieux. On propose cette thérapie à la personne tout en présentant les autres thérapies également. Il peut se trouver qu'on est spécialisé dans les TTC et non dans la psychanalyse. Et si la personne décide peut-être de recourir à la psychanalyse, on réoriente la personne vers un praticien qui maîtrise encore plus la psychanalyse. C'est un truc comme ça. Ok, donc avant de conclure, je vais donner la parole à chacun de nos intervenants pour un mot de la fin ou un dernier conseil. Vous avez la parole. Bon, moi je dirais en mot de conclusion que je tiens à vraiment présenter mes excuses auprès du groupe pour ces désagréments liés à l'Internet. Et également, j'aimerais demander à tous les participants de militer en faveur de la santé mentale, puisque la santé mentale est un droit, comme le disait notre cher maître professeur Carrefour. Il n'y a pas de santé physique sans santé mentale. Merci à tous. Ok, merci. Monsieur Steve, Dr. Alphonse, vous avez un truc à dire? Moi, je tiens à dire merci pour l'initiative. Voilà, et vraiment, c'est bien de renouveler ce genre d'initiative pour permettre de communiquer sur la santé mentale afin de casser les tabous. À chacun de nous, je voudrais vous dire, si ça coûte ta santé mentale, ça coûte très cher. Si vous faites quelque chose et que vous voyez que ça coûte votre santé mentale, ça coûte très cher. Il faut préserver toute sa santé mentale au détriment de tout ce qui peut exister comme financier, tout ça. D'abord, sa santé mentale. C'est parce qu'on a une bonne santé mentale qu'on est capable de réaliser nos projets, de réussir et de contribuer à notre communauté. Merci. Merci. Monsieur Steve, vous êtes là? Je suis là. Je vais peut-être aller dans le même sens que M. Nkiema. D'abord, je vais remercier tout le monde d'avoir participé et j'espère que les organisateurs feront encore une nouvelle fois ce genre de conférence. Alors, pour peut-être ajouter à ce que M. Nkiema a dit, on sait tous que nos représentations sociales, les poids de la société, les normes culturelles font que souvent nous n'arrivons pas à nous exprimer. Et dès lors que ça devrait arriver, la santé mentale n'a pas de prix. C'est toujours bien de prendre du recul et de voir ce qui est bien pour nous pour mieux vivre pleinement. Merci, c'est ce que j'avais à dire. Merci, M. Steve. Nous allons alors donner la parole à Dr. Amine Bichara, qui nous a permis de nous réunir ce soir pour avoir un bel enseignement ce soir. Monsieur Amine,
Allô? Docteur Amine? Oui, excusez-moi, j'ai eu un appel sur mon téléphone, je m'excuse vraiment pour ça. D'accord, bonsoir à tout le monde. Merci beaucoup pour la parole. Merci à mademoiselle Kanter ou bien madame Kanter pour la modération. Aussi, merci beaucoup pour les intervenants, pour leur enseignement qui est riche. On a beaucoup appris aujourd'hui. On va dormir moins bête et on va prendre leurs conseils pour bien gérer nos stress, pour ne pas tomber aussi dans la dépression. Et je vois qu'il y a beaucoup de questions qui sont en train de venir pour vous. Bon, peut-être pour cela, on va programmer une autre session ou bien quand même, ou bien carrément lancer un atelier sur la santé mentale. Parce qu'au début, c'était l'objectif, c'était de lancer un atelier sur la santé mentale où nous allons inviter des psychologues, des psychiatres, des sociologues et aussi des acteurs religieux comme les imams, les pasteurs et aussi les personnels de développement personnel comme les coachs en développement personnel, les coachs en couple, coachs de vie. Tous ces personnes-là vont venir et puis nous donner, selon leur expérience, leur enseignement, comment préserver notre santé. Mais c'est juste ce que l'État ne nous a pas permis de faire ça. C'est pour ça qu'on a commencé avec cette session. Mais je vous promets que nous allons organiser cet atelier et vous aurez tout le temps de poser toutes vos questions et que nos spécialistes, nos intervenants, nos invités pourront vous répondre et on espère que vous allez être satisfaits. Donc, merci à vous aussi et merci à tout le monde. Je vous dis merci. Donc, je remets la parole à Madame Kanter pour la suite. Merci. Ok, merci infiniment à vous pour votre participation et vos questions. Et bravo encore à nos 3 intervenants pour le partage de leurs connaissances. On espère que vous repartez avec des idées et des réponses concrètes. Prenez soin de vous et à la prochaine. Merci. Merci beaucoup.